Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans l'école du futur. Au programme aujourd'hui, c'est notre gros mot du jour. On va parler aujourd'hui de l'Internet des objets. Qu'est-ce que ça veut dire et à quoi ça nous sert aujourd'hui? Eh bien, on va voir ça dans un instant. Mais d'abord, elle a une idée derrière la tech. C'est Dorit Naon qui est avec nous aujourd'hui en plateau. Bonjour Dorit. De quoi allons-nous parler aujourd'hui? Hello, aujourd'hui on va parler de la solitude du dirigeant. On voit ça dans un instant. Mais d'abord, c'est notre question du jour. Depuis quelques années, les éditeurs scolaires sont entrés dans une course contre la montre. Encore plus depuis la crise sanitaire, elles ont maintenant un enjeu majeur, opérer un véritable virage numérique qui leur permettra non seulement de se différencier face aux autres, mais aussi de s'adapter aux nouvelles méthodes d'apprentissage des élèves et notamment du numérique. Alors aujourd'hui, la preuve par l'exemple avec l'un d'entre eux, Jocatop, et notre invité d'aujourd'hui, Emmanuel Guimberteau. Bonjour Emmanuel. Bonjour Philippine. Bienvenue sur ce plateau. Vous êtes responsable de la communication institutionnelle et des partenariats chez Jocatop, une entreprise et des produits que vous allez nous présenter dans un instant. Mais d'abord, place au focus. Téléphone portable, montre ou encore voiture connectée, il est désormais partout dans notre quotidien. L'Internet des objets est devenu incontournable. Mais que se cache-t-il vraiment derrière ce terme? Réponse avec Xavier Terrade. Bienvenue dans le Web 3.0. L'Internet des objets est considéré par certains comme la troisième évolution de l'Internet. Il s'agit de connecter plusieurs objets. On parle d'Internet of Things, l'IoT, une formule expliquée par le responsable de la majeure génie informatique des systèmes temps réels et embarqués de l'école d'ingénieurs en intelligence informatique EPITA, Pierre Ficheux. L'IoT, c'est un mot qui est relativement marketing, on va dire. C'est l'extension de l'Internet à des objets physiques. Cela concerne bien évidemment les ordinateurs, les téléphones portables, mais aussi les voitures, les réfrigérateurs ou encore des montres connectées qui peuvent l'être notamment avec une balance qui reçoit les informations de la montre. L'Internet des objets a donc une importance dans la domotique, mais aussi dans la santé et plus précisément dans l'organisation de l'hôpital. Quand on construit un objet connecté qui forcément a du logiciel, en fait, on programme un objet comme on programme, encore aujourd'hui, un site web. Vous allez avoir des capteurs embarqués, Little Data, qui vont récupérer des données et ces données vont être traitées dans le cloud. En 2015, l'école polytechnique fédérale de Zurich avait dévoilé une étude selon laquelle d'ici 2025, 150 milliards d'objets devraient se connecter entre eux grâce à Internet et avec plusieurs milliards de personnes. Pour l'instant, les seuls qui profitent de cette augmentation de la connectivité de l'IoT, c'est toujours les mêmes, c'est les GAFAM. Et grâce à un objet unique qui est le téléphone mobile. Mais aujourd'hui, Pierre Ficheux reconnaît que les voitures connectées devenues de véritables ordinateurs sur roues font aussi partie de l'Internet des objets, une invention que l'on pourrait selon lui comparer à celle de l'électricité. Depuis 25 ans, Jocatop fournit des outils pédagogiques pour aider le travail des enseignants du primaire. Un éditeur connu de beaucoup d'entre eux, des enseignants qui veut désormais accélérer son virage numérique. On va en parler dans la première partie du talk. Et aujourd'hui, à nos côtés pour en parler, Emmanuel Guimberteau. Emmanuel, je rappelle que vous avez été enseignant pendant plus de 22 ans dans l'éducation nationale. Vous êtes aussi passé par la case directeur d'école dans les Yvelines, hein, c'est ça? Dans les Yvelines, à Versailles, très précisément. Et vous êtes désormais responsable de la communication institutionnelle et des partenariats chez Jocatop. Alors Jocatop, c'est une vieille affaire. Elle s'est illustrée dans le monde éducatif avec la sortie notamment des tout premiers logiciels d'instruction pour la maternelle dans les années 90. Puis s'est développée en publiant notamment des cahiers d'exercices, des leçons sur tablette aussi et des jeux imprimés. Quand on retrace l'histoire de cette entreprise, Jocatop, on se dit que vous avez quand même été assez avant-gardiste, notamment en ce qui concerne l'éducation au numérique. Est-ce que vous pouvez nous raconter ça? Oui, exactement. En 1996, date de la création des éditions Jocatop, le virage du numérique, plutôt du multimédia à l'époque, a été pris immédiatement, de manière au départ complètement artisanale. Parmi les dirigeants de Jocatop, il y en a qui passaient eux-mêmes faire les installations dans les écoles à partir des disquettes. Petit à petit, on a évolué. On est passé au CD-ROM, puis aux clés USB. Et aujourd'hui, depuis un peu plus de 3 ans, on a une plateforme qui s'appelle le Jocastore, sur laquelle les applications disponibles, qui sont au nombre de 70, sont complètement
dématérialisé, ce qui fait qu'on est tout à fait dans notre siècle, prêt à être au service des enseignants pour leur faciliter la vie. Effectivement. Au total, vous avez aussi près de 250 références qui sont distribuées dans plus de 50 000 écoles primaires pour aider les enseignants à animer leur classe. Quels sont vos best-sellers? Je vois que vous en avez ramené quelques-uns. Oui, alors pas des best-sellers numériques, et pour cause, puisqu'on peut les toucher, on peut les attraper. Alors il y en a un qui est très connu de la part des enseignants, en partenariat avec un blog qui s'appelle Bout de Gomme. Bout de Gomme, ce sont des petits robots qui accompagnent les enfants dans leur travail en mathématiques. Ce cahier, alors on le décline pour la géométrie, la numération, le calcul, les problèmes. D'accord. Et c'est du clé en main. Et ça, c'est un premier point très important. Les enseignants sont très fans de ce que nous on appelle les renouvelables, des cahiers à compléter et qui permettent d'avoir tout le programme et bien d'être en sécurité. Et puis surtout, d'avoir un gain de temps dans la préparation de leur travail. Parce qu'ils font des photocopies, parce qu'ils ont tout le contenu clé en main? Alors non, on n'espère pas qu'ils fassent des photocopies, parce que ces petits cahiers, on les vend, évidemment. Hein, c'est pour les élèves? C'est pour les élèves, voilà. Et c'est à compléter. Et les enfants, ils peuvent aussi colorier. Là, j'en ai un qui marche très bien, c'est la géométrie, très pratique, parce que les enfants ont tout le programme, ils font leur tracé très concrètement et de manière très pratique. Les enseignants ne perdent pas les tracés, alors que quand on fait ça sur du papier blanc volant, souvent la feuille, elle disparaît au fond de la case ou sous la table. Là, on a tout dans le cahier. On en a toute une collection. On en a aussi en français. On fait aussi de la littérature. On lance une collection qui s'appelle Jocalire. Là, c'est un exemplaire d'un livre qui s'appelle Sweet Dreams, mais on en a d'autres pour travailler la littérature et les romans, notamment à l'école. Et puis, un produit ici, un classeur. Les enseignants sont très fans de ça. Là, pour le coup, c'est photocopiable. Et on en trouve énormément. C'est à peu près 150, 160 classeurs commercialisés chez Jocatop. Alors justement, dire que les éditions Jocatop sont bien implantées en France, c'est un euphémisme, c'est moins qu'on puisse dire. Vous avez réussi à vous imposer comme un acteur incontournable de l'accompagnement scolaire et pédagogique des élèves, notamment de l'école primaire. Quelle est votre recette magique, Emmanuel? La recette magique, c'est la proximité, le savoir-faire et l'indépendance. Alors si je reprends les choses dans l'ordre, d'abord peut-être l'indépendance. L'indépendance, c'est un maître mot chez Jocatop qui est à la fois économique mais aussi éditorial. Au niveau éditorial, on est capable de tout faire, mais vraiment tout. C'est-à-dire qu'on rencontre les auteurs, en tant qu'éditeur, on échange avec eux, on conçoit le produit, on l'édite. Ensuite, s'il est numérique, il est envoyé vers nos développeurs. On a une équipe d'une dizaine de développeurs. Voilà. Des développeurs graphiques, Internet, full stack. Bon, voilà, ils sont capables de tout faire. Tout ce qu'il faut. Voilà, absolument. Si ce n'est pas un produit numérique, ce sont des éditeurs print qui s'en emparent. Ensuite, on va le vendre. Et là, on a 44 commerciaux répartis sur tout le territoire qui sont au contact directement des enseignants. J'ai même oublié qu'on imprimait. Alors, pas les cahiers que je vous ai montrés, mais par exemple, un classeur, comme je l'ai montré, on l'imprime dans nos ateliers. Donc, on est basé à Montréal-les-Avignon, près d'Avignon. C'est ça. Voilà, donc c'est vraiment les caractéristiques de la petite entreprise française indépendante qui fait tout elle-même. C'est la réussite à la française. Vous maîtrisez aussi, effectivement, vous l'avez dit, toute la chaîne de production. Est-ce que c'est ça aussi qui fait votre différence par rapport aux concurrents? Le fait de mesurer, de maîtriser l'intégralité des étapes de production des contenus, de l'impression jusqu'au travail avec les auteurs, jusqu'à la distribution, effectivement. Bien sûr, ça nous donne une vision complète de ce qu'est le travail éditorial et la maîtrise complète de ce qu'on fait dans nos produits. Et j'en viens au deuxième point. La proximité, elle émane de cette indépendance. La proximité qu'on a avec les enseignants, c'est qu'on est au plus près de leurs besoins. On les rencontre à travers le travail avec les auteurs, mais on les rencontre aussi à travers nos commerciaux qui vont dans les écoles et qui font 4, 5, 6 rendez-vous par jour. Donc, eux, ils viennent présenter les choses, mais ils écoutent aussi quels sont les besoins des enseignants. Ça redescend jusqu'au siège de Jocatop, au service éditorial, et on travaille. Il y a une espèce d'osmose comme ça qui nous permet de vraiment coller aux besoins des enseignants. Jocatop a vu aussi une nouvelle vie.
il y a quelques mois, quelques années arriver. Vous avez notamment vu un repreneur arriver à sa tête il y a quelques années et qui donne depuis, je crois, un véritable nouveau souffle à l'entreprise. Bertrand de Laville-Georges, expert du numérique, a souhaité donner un coup de jeune et un coup de pouce aussi à Jocatop en lançant en plein confinement une filiale destinée au grand public, Jocanet, et un site internet, mescahiers-de-vacances.com, offrant des sessions de travail pour les enfants pour éviter justement de se perdre pendant les grandes vacances. Oui, c'est ça. En fait, l'idée était de mettre au service du grand public l'expertise pédagogique de Jocatop. On a fait un constat au-delà du confinement et du Covid, parce qu'en fait, le projet était antérieur. C'est daté d'avant. Les circonstances ont fait que, mais le projet était antérieur. La réflexion a commencé à partir de septembre 2019. L'idée était de mettre donc au service des parents d'élèves l'expertise de Jocatop pour rendre efficace ce qu'on appelle d'une manière assez traditionnelle les révisions scolaires ou le parascolaire. Parce qu'on s'est rendu compte qu'il y avait une efficacité qui était peu importante dans ce domaine et c'est bien dommage parce que les parents nourrissent souvent des inquiétudes et souvent leurs inquiétudes sont légitimes. En tant que parents, on ne peut pas leur reprocher. Donc on a créé ce produit qui au départ s'appelait Mes cahiers de vacances, ensuite il y a eu Mes cahiers de révision, c'est la première plateforme. Et puis petit à petit, on a évolué vers une plateforme nouvelle qui s'appelle Outop, qui est née le 1er juillet de cette année, donc c'est tout nouveau. Et là, on s'est ouvert vraiment complètement à la modernité en proposant cette application sur les plateformes Google et puis Apple. Donc elle est utilisable sur plusieurs formats. On a vraiment un univers qui est très très intéressant et intelligent pour les enfants, tout en étant ludique et donc différent de ce qu'on leur propose traditionnellement à l'école. Bertrand de Laville-Georges, le repreneur de Jocatop, annonçait aussi à ce moment-là, lors de la reprise de Jocatop, que son objectif était de devenir leader français sur le premier cycle dans les domaines scolaires et parascolaires, vous venez d'en parler. Comment vous comptez y parvenir? Est-ce que justement ce virage numérique, c'est la clé selon vous? Alors oui, c'est le pari que l'on fait. On a aujourd'hui une offre éditoriale print qui est énorme dans le parascolaire. C'est environ 5 millions de cahiers de vacances, par exemple, par an. Ça donne une petite idée du marché. Mais l'offre numérique, à l'inverse, est assez pauvre. Or, on sait aujourd'hui que pour beaucoup d'enfants, je vais prendre des précautions oratoires, mais pour beaucoup d'enfants, le numérique peut être une solution, ou en tout cas peut être un encouragement. Lorsqu'il est bien maîtrisé, lorsqu'il est bien encadré, en gros, lorsqu'il est intelligent, j'ai envie de dire, et ne fait pas simplement appel à de l'instinct ou en tout cas de la consommation impulsive. Le risque, c'est peut-être à terme que les enfants deviennent accros à Outop. Alors si c'est accro à Outop sans être accro au numérique, pourquoi pas? Nous, on est les premiers, on s'en serait les premiers satisfaits. On voit déjà des enfants qui reviennent régulièrement sur la plateforme. Et après un bilan de l'été, parce qu'on a une partie cahier de vacances dans Outop, le premier bilan de l'été nous montre qu'on a un taux de complétude ou de finition, je ne sais pas comment on peut le dire, du cahier de vacances qui est supérieur au print. L'objectif, c'est quoi? C'est de lutter contre le décrochage scolaire pendant les vacances. Emmanuel Macron, le président de la République, en a parlé notamment dernièrement, que ces 2 mois de vacances étaient peut-être un peu trop longues, que les enfants arrivaient à la rentrée avec un fort risque de décrochage. Oui, je ne me positionnerai pas forcément sur la longueur des grandes vacances, mais je peux reprendre ma casquette d'enseignant pendant un petit moment en disant que les enfants que je quittais en juin et que je retrouvais en septembre avaient, pour certains d'entre eux, souffert de cette rupture. Les enfants des milieux très favorisés, beaucoup moins, parce qu'ils sont évidemment tout le temps encouragés à travers les activités que leur proposent les parents, mais des enfants de milieux plus modestes, c'était vraiment une véritable rupture. Et l'idée du cahier de vacances, mais même aussi du cahier de révision, parce que dans Outop, on fonctionne toute l'année, c'est d'atténuer, non pas de résoudre complètement, mais d'atténuer ces disparités. On va continuer à en parler de ce sujet passionnant ensemble et puis peut-être aussi du marché de l'édition scolaire, si vous le voulez bien, Emmanuel. D'abord, on va faire un tour du côté de la planète tech. Images, vidéos, c'est le Zap et c'est l'œil d'Edouard Deniau.
Start scanning. Scan complete. Oil level low. Et on est de retour toujours sur le plateau de l'École du Futur et en compagnie de notre invité Emmanuel Guimberteau, ancien enseignant, directeur d'école et désormais responsable de la communication institutionnelle et des partenariats chez Jocatop. Mais juste avant de reprendre nos discussions, on va laisser place à la chronique de Dorit Naon qui a une idée derrière la tech. Dorit, aujourd'hui vous allez nous parler de la solitude du dirigeant. De quoi est-il question ? 45% des dirigeants se sentent isolés et parmi eux, 11% se sentent très isolés. C'est une étude de BPI France. Alors, il faut dissocier être seul à diriger et sentiment d'isolement parce que, par définition, un dirigeant est seul à la tête de son entreprise avec toute la charge mentale qui va avec. C'est lui qui donne l'impulsion, qui dirige l'activité, qui trouve des solutions pour affronter les difficultés. Tout ça se fait rarement sans laisser une partie plus ou moins grande de sa santé mentale. Alors, quelles sont les raisons, justement, Dorit, qui amène à cette sensation de solitude du dirigeant? Alors, la sensation de solitude du dirigeant, elle a beaucoup de sources différentes. Déjà, la pression des chiffres, des clients, des horaires intenses. On rappelle que la vie d'un chef d'entreprise, c'est pas un long fleuve tranquille, parce que c'est le seul responsable légal et financier de son entreprise en cas de coup dur. BPI France a fait un top 3, d'ailleurs, des sources de solitude les plus citées par les dirigeants qui ont été interrogés. En premier, c'est le poids des responsabilités et du pouvoir dans un environnement complexe et incertain. En deuxième, c'est la difficulté de bien s'entourer, autant en interne qu'en externe. En troisième, on a la difficulté à concilier vie pro, vie perso, un grand classique. Alors, quelles sont les conséquences justement pour le dirigeant d'une telle situation et pour l'entreprise aussi d'ailleurs? Alors, un dirigeant isolé, c'est un dirigeant qui perd de sa lucidité, il aura du mal à prendre du recul, à anticiper les difficultés et il risque aussi de passer à côté d'opportunités. Selon Malakoff Humanis, un dirigeant isolé compromet même l'avenir de son entreprise, en sachant qu'en période de crise, ce sentiment d'isolement, il peut être perçu avec encore plus d'intensité. Et les conséquences sur le dirigeant, c'est du stress, de l'épuisement, des problèmes de santé, de la souffrance physique et aussi psychique. Et finalement, le burn-out. C'est déjà sportif d'être un dirigeant. Donc, il y a déjà des risques très forts qui sont liés à l'activité à la base. On rappelle qu'en moyenne, un dirigeant travaille 60 heures par semaine. C'est énorme. Donc, rajouter de l'isolement à ce style de vie qui est déjà rude, ça fait qu'accentuer finalement les risques sur la santé mentale et physique. Et concrètement, on a 17,5% des patrons de PME françaises qui sont susceptibles d'avoir un syndrome d'épuisement professionnel, selon les études de l'Observatoire à Maroc. Et j'imagine que le Covid n'a rien arrangé, voire même peut-être accentué le phénomène. Ça s'est traduit comment? Le Covid, il a augmenté la solitude du dirigeant. Effectivement, on a des chiffres de Malakoff Humanis qui montrent que depuis mars 2020, plus de la moitié des dirigeants ont l'impression de ne jamais se détacher du travail. Un tiers dit qu'ils n'arrivent pas à concilier vie pro et vie perso. Et 48% des patrons de TPE-PME voient une progression du stress énorme qui affecte leur humeur pour 42% et qui les plonge dans un état de grande fatigue pour 37%. Alors, si je me mets dans la peau d'un dirigeant, je me sens très seule, admettons-le. Quelles sont les actions que je peux mettre en place? Je vais être généreuse, je vais en partager 4. Dites-nous tout. Alors déjà, s'entourer.
souvent, la solitude du dirigeant, elle est liée au fait qu'il n'y a pas d'alter ego avec qui échanger dans l'entreprise. Et pourtant, il y en a. Il y a des chefs d'entreprise du territoire ou même de la profession. Pour sortir de l'isolement, le dirigeant, il peut aussi contacter un réseau d'entrepreneurs comme la BNI, la PM ou la CDJ. C'est vraiment important d'avoir autour de soi des gens qui ont les mêmes préoccupations que nous, qui nous comprennent et qui pourront même nous donner des idées et nous ouvrir l'esprit vers d'autres perspectives. En deuxième, on a l'organisation, c'est ça ? C'est ça. En deuxième, on a l'organisation. Donc, tous les grands sportifs le diront, on ne réussit pas tout seul, mais grâce à l'effort collectif. Comme le dit si bien Malakoff Humanis, c'est vraiment l'intérêt du dirigeant d'associer ses collaborateurs au destin de l'entreprise. Ensuite, on peut imaginer la mise en place d'un COMEX pour favoriser le partage de décisions. On peut imaginer aussi des départs de capital pour associer certains salariés à l'entreprise. Donc, revoir bien évidemment le management pour qu'il soit plus horizontal. Et ça, surtout se dire que l'environnement de travail, il devienne plus participatif. Fédérer l'équipe, les impliquer plus dans le projet. Et ça va effacer la solitude et c'est vraiment du win-win à 100%. Et en troisième, moi j'invite les dirigeants à se former pour sortir de leur schéma de travail habituel et prendre du recul, acquérir de nouvelles connaissances. C'est finalement changer de point de vue et ça permet encore une fois de sortir de son spectre quotidien. C'est aussi le moyen encore et toujours de briser l'isolement et de rencontrer de nouvelles personnes. Tout à fait. Et en dernier, on a la déconnexion, on revient encore dessus. Le droit à la déconnexion, c'est pas que pour les salariés, mais c'est très très difficile à faire pour un dirigeant. Leur entreprise, c'est leur bébé, donc ils ont toujours des onglets ouverts dans la tête, en arrière-plan, avec 1000 choses à penser, et ça renforce le sentiment de solitude. Donc apprendre à rien faire, c'est un art. Des choses simples, juste s'obliger à faire une promenade, à lire ou à regarder un film, ou alors focaliser son énergie sur une activité qui demande beaucoup de concentration, comme apprendre une langue, jouer d'un instrument, par exemple. On peut aussi imaginer une activité où il n'est pas du tout question du rôle de leader, comme adhérer à une asso caritative, où là, il va s'agir vraiment de déconnecter avec la solitude pour vraiment connecter avec la plus belle ressource de notre société, qui est finalement l'humain. Et j'ai envie de dire, c'est une belle journée pour rappeler une citation de Joseph Roux que j'aime beaucoup, « La solitude vivifie, mais l'isolement tue ». C'est très vrai. Et on rappelle aussi que le droit à la déconnexion a fait l'objet d'une de vos chroniques ici dans l'émission que vous pouvez retrouver évidemment sur la chaîne YouTube et le site internet de School TV. Merci beaucoup en tout cas Dorit pour cette chronique. Et puis nous on va lancer la deuxième partie du talk tout de suite. Faciliter le travail des professeurs des écoles et l'apprentissage des élèves de maternelle et de primaire en prenant un virage gagnant, celui du numérique. Voilà la recette du succès de Jocatop, une partie en tout cas de la recette. On va continuer à en échanger avec son responsable de la communication, un éditeur, vous le savez, bien connu de tous ces enseignants dans le secteur de l'éducation. On continue d'en parler avec vous, Emmanuel Guimberteau. Une question à vous poser aussi maintenant. Effectivement, on parle depuis le début de l'émission de ce virage numérique que vous prenez chez Jocatop et qui est pris par d'autres acteurs de l'éducation. Depuis plus de 10 ans maintenant, la Suède a énormément misé sur le numérique à l'école. Les écrans avaient même ainsi remplacé les manuels scolaires et faute de résultats, le pays a fait récemment machine arrière et revient au livre. Qu'est-ce que vous pensez de ce choix pédagogique, vous qui, chez Jocatop, n'êtes ni 100% papier ni 100% numérique ? Eh bien, je pense qu'il ne faut pas donc avoir une vision dogmatique des choses. Je ne permettrai pas plus de commentaires par rapport à la décision de la Suède, mais ce que je veux dire par là, c'est que je pense que l'immense majorité, et quand je dis l'immense majorité, c'est pratiquement tous les enseignants, ne sont ni dans le 100% papier, ni dans le 100% numérique. Trouver le juste milieu, toujours. Trouver le juste milieu, oui, c'est tout à fait. C'est-à-dire que les usages sont complémentaires. Moi, je l'ai vu en tant qu'enseignant en classe. On a des enfants. Il faut d'ailleurs penser aux intelligences multiples. Et le print et le numérique sont deux outils. Il ne faut pas l'oublier. Ce sont deux outils pour, évidemment, faire progresser les enfants. Mais dans le cadre de ces intelligences multiples, il faut savoir identifier les enfants qui sont plutôt à l'aise avec le papier, plutôt à l'aise avec le numérique, plutôt à l'aise vers un produit hybride. On en produit aussi chez Jocatop. Des produits papier qui ont leur prolongement dans notre Jocastore sous sa forme numérique. Donc il faut varier les usages. Je pense que c'est la solution. Donc en un mot, je pense que la Suède était allée très loin il y a 10 ans. Et je pense qu'aujourd'hui, elle va encore très loin en faisant vraiment machine arrière et en ne reconnaissant pas finalement que la médiane
c'est parfois la bonne solution. Effectivement, s'adapter aux enfants, en tout cas, c'est ce que vous faites et vous nous le dites. Voilà aussi des valeurs que vous portez également au sein même de vos produits où l'enfant avance dans son apprentissage en toute confiance. J'ai testé en préparant cette émission OUTOP dans plus de 1000 exercices. Évidemment qu'il est normal pour un enfant de se tromper de temps en temps. Vous avez en revanche fait le choix de ne jamais mettre de sanction à l'enfant en cas d'erreur. Au contraire, vous lui apportez une explication pour l'aiguiller vers la bonne réponse. C'était une évidence pour vous ? Oui, alors là je vais encore reprendre ma casquette d'enseignant décidément, mais oui, parce qu'on sait très bien que la pédagogie par la sanction, ça ne produit pratiquement jamais d'effet. Voilà. Et particulièrement pour les enfants en difficulté. Ça les braque ? La confiance, c'est fondamental à l'école. Donc être en confiance quand on est face à l'adulte, ou là en l'occurrence face à l'appli, qui est une sorte d'adulte numérisé, on va dire, c'est fondamental que ça passe par l'encouragement, par l'aide, et si on n'a pas les deux, c'est-à-dire la récompense et l'aide pour pouvoir remettre l'enfant dans un contexte pédagogique qu'il comprenne bien, eh bien, on ne va pas à la réussite. Donc on l'a mis évidemment en pratique avec un système d'aide quand l'enfant se trompe, des aides qui sont sonorisées, donc même les enfants non lecteurs peuvent avoir accès à ces explications, et lorsqu'il fait ces exercices, même sans les réussir, une nuance importante, il est tout de même récompensé. Ce qu'on récompense, c'est d'aller jusqu'au bout, pas forcément de réussir. Effectivement. Alors vous l'avez dit, vous êtes à la fois avec la casquette de responsable de la communication institutionnelle et des partenariats de Jokatop, vous en avez aussi une autre, enseignant, ancien directeur d'école. Vous avez donc une expérience large et importante dans le secteur de l'éducation. Est-ce que vous diriez aujourd'hui, pour prolonger notre discussion, qu'on n'apprend pas assez à apprendre aujourd'hui à l'école ? Oui. Vous avez raison. Aujourd'hui, les enfants ne sont pas les mêmes que les enfants d'il y a 40, 50 ans. C'est plutôt assez... c'est un cliché, un petit peu ce que je dis, mais c'est vrai. Aujourd'hui, on doit absolument développer par des voies presque détournées pour arriver à ce que vous faites d'ailleurs chez Jokatop. Oui, tout à fait. Enseigner aux enfants quand les choses ne sont plus aussi évidentes qu'elles ne l'étaient. Pour tout un tas de raisons que on ne va pas expliquer ici et qui sont parfois un petit peu abordées de manière polémique, et ce qui n'est pas du tout mon intention. Néanmoins, on sait qu'aujourd'hui, un enfant, lorsqu'il n'y arrive pas, 1, c'est pas parce qu'il n'a pas envie, 2, c'est pas parce que c'est un cancre, 3, c'est pas parce qu'on ne peut plus rien faire de lui. Quand on commence à réfléchir à ces 3 points, c'est déjà une bonne analyse que l'on peut ensuite mettre en pratique en se disant, mais comment je peux l'aider ? Eh bien, effectivement, apprendre à apprendre, c'est une des compétences à l'école qui est pratiquement la plus importante et que j'ai, moi, connue même avant d'avoir quitté l'éducation nationale. Hein. Ça fait déjà une bonne dizaine d'années qu'on en parle. Et les enseignants, maintenant, ont ça à l'esprit. Parce qu'un enfant qui n'est pas bien à l'école, un enfant qui n'est pas dans de bonnes dispositions, il y a très forte chance, ou plutôt risque, qu'il soit en échec scolaire. L'école inclusive. J'ai lu d'ailleurs que vous souhaitiez chez Jokatop vous diversifier vers ce milieu, l'école inclusive, ce domaine. Oui. Un secteur qui semble de premier abord assez éloigné pour un éditeur comme le vôtre, assez éloigné de votre cœur de métier, mais qui tout de même, j'ai l'impression, vous tient à cœur. Pour quelle raison ? Eh bien parce que on a un taux de fréquentation de l'école par des enfants que l'on appelle des fois des enfants en situation de handicap, mais qui sont des enfants avec des besoins particuliers, ce qui est beaucoup plus joliment dit déjà. Donc ce taux de scolarisation, il est de plus en plus important depuis de nombreuses années. Et ces enfants, comme pratiquement tous les enfants d'ailleurs, ont besoin d'une pédagogie adaptée à leurs besoins. La pédagogie différenciée, c'est bien ça quand même à l'école. Et chez Jokatop, on a énormément de produits qui ont été conçus non pas forcément pour eux, parce que vous l'avez dit, nous sommes un éditeur d'abord généraliste, mais en tout cas, lorsqu'ils ont été conçus, on a eu une pensée pour eux et on a eu, dans notre démarche, on a laissé la place à l'enseignant de pouvoir l'adapter. Et là, les produits numériques, il faut bien le reconnaître, ils sont particulièrement forts pour ça. Puissant. On a des espaces enseignants où l'enseignant peut par exemple configurer les exercices. Il peut changer le paramétrage des exercices. D'accord. Ce qui veut dire qu'il peut, lorsqu'il a paramétré son exercice, choisir de l'adresser à toute la classe, soit à un groupe de niveau, mais même aussi à un élève. Et là, on est vraiment dans la pédagogie différenciée et aussi dans l'inclusion. Merci beaucoup, en tout cas, pour ces explications, Emmanuel Guimberteau. Je rappelle que vous avez été enseignant
pendant plus de 22 ans. Donc l'éducation nationale, vous la connaissez bien. Directeur d'école, désormais responsable de la communication institutionnelle et des partenariats chez Jocatop. Merci d'être venu nous présenter certains de vos produits phares et puis de votre nouvelle application qui s'appelle Outop, qu'on peut retrouver du coup sur tous les stores, hein, j'imagine. Sur tous les stores, 6,99 par mois, 69,99 à l'année. Voilà, j'ai été complet. Et ben voilà, merci beaucoup en tout cas à vous d'avoir été parmi nous aujourd'hui. Merci aussi à notre chroniqueuse Dorit Naon d'avoir été avec nous. Merci Dorit, merci à vous de nous avoir suivis. Et puis nous on se retrouve dès demain pour un nouvel épisode de l'École du futur. Merci beaucoup de nous avoir suivis.